Voilà, merci de nous rejoindre pour passer en revue de l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour le compte de ces numéros. Ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec le professeur Mpoi Kamulaya Chamanyangala, qui est fondateur de l'ASBEL, Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, dont la mission consiste à travailler en amont et en aval de notre société pour éveiller la conscience de nos compatriotes sur la nécessité de prendre le destin de notre nation entre nos propres mains. Il enseigne aussi les droits financiers à l'université de Kinshasa, UNIKIN. Il est premier vice-président diocésain du mouvement de professeurs catholiques, avocat au barreau de Kinshasa. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, je ne sais pas, je vous ai convaincu en ce qui concerne la présentation. Mais vous avez fait une très belle présentation, j'étais surpris moi-même. Voilà, merci beaucoup. Avec mon invité, sans tergiverser, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par l'insécurité en Kinshasa particulièrement. Voilà, mais parlez-vous-nous d'abord du RAREC. C'est quoi les RAREC et l'idéologie de cet ASBEL? Mais vous l'avez si bien dit, travailler en amont et en aval de notre société pour nous faire prendre conscience que le destin de ce pays... Vous pouvez me compléter, qu'est-ce que j'ai pas dit par exemple? Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais vous avez tout dit. Et nous faisons ce travail depuis 2015, ça fait déjà 8 ans maintenant, et de plus en plus... nos compatriotes ont entendu parler de ce que nous faisons, parce que nous le faisons non seulement de bouche à oreille, mais surtout à travers des conférences. Nous avons animé plusieurs conférences depuis 2016. La toute première conférence publique a été faite en 2016 au CEPAS et le dernier événement public, ça a été la deuxième, la deuxième journée scientifique que nous avons organisée à l'université de Kinshasa le 10 juin de cette année. Voilà, faire de la RDC un Eldorado africain, où vous en êtes exactement? Mais c'est un travail de longue haleine. Mais de plus en plus, les compatriotes sont nombreux à comprendre que notre pays doit devenir un Eldorado africain par notre propre travail. Ça fait partie des émissions que nous avons animées notamment sur la chaîne Numérica. Nous avons eu 2 émissions dont les titres étaient assez révélateurs. Eldorado, la RDC, un Eldorado, un enfer. Et nous constatons que notre population est très bien consciente que c'est un enfer pour la plus grande majorité de nos concitoyens, mais c'est un Eldorado pour une toute petite minorité essentiellement des politiciens et de leurs familles. Voilà, un écrivain a signifié ceci: les mauvais gens n'ont besoin de rien d'autre pour atteindre leurs objectifs que de voir les hommes de bien demeurer passifs et inactifs. Ça vous inspire quoi? Cette phrase. Ça nous interpelle. Ça interpelle toutes les personnes de bien, toutes les personnes de bonne volonté, qui sont nombreuses dans notre pays, mais qui se taisent. Elles se taisent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de l'oppression, elles ont peur de la rétribution. Et j'étais heureux d'entendre le président de la République déclarer dans l'émission qu'il a faite avant-hier, si je ne m'abuse, dire que, parce qu'on lui a posé la question, on dit que vous avez des tendances dictatoriales. Et il a répondu avec sourire en disant, mais si j'étais dictateur, alors les personnes auxquelles on ferait référence ne seraient pas dans ce pays. Donc les personnes de bien qui ont peur, et c'est le lieu de le dire, les personnes de bien qui ont peur de s'exprimer dans ce pays ont tort. Parce que la liberté est un bien qui ne s'use que quand on n'amuse pas. Ces personnes ont cette latitude de s'exprimer sans embâche? C'est ça aussi un autre problème. Mais vous voyez bien que je m'exprime. Nous devrions être nombreux à nous exprimer. Et d'ailleurs, il y a
autant d'organes de presse dans ce pays qu'il y a des partis politiques. Vous exprimez avec beaucoup de tactique, beaucoup de diplomatie. Non, mais je m'exprime, librement. S'exprimer, la liberté, comme le président l'a dit, ce n'est pas l'anarchie. S'exprimer librement, ce n'est pas insulter les autres, ce n'est pas insulter les autorités. S'exprimer librement, c'est d'abord respecter l'opinion d'autrui, voilà. Parce que la liberté d'opinion est un droit fondamental. Voilà, parce que vous parlez du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a parlé récemment, mais quelle est votre réaction, vous, professeur d'université, par rapport à la sortie médiatique du chef de l'État? Il était en face de sa porte-parole. Il s'exprimait, quand on s'exprime, on peut choisir plusieurs modalités d'expression. Et sous d'autres cieux, les chefs d'État donnent des conférences de presse où ils sont exposés à des questions des journalistes qui fusent de tout bord. Quelque part, il a clamé haut et fort son regret par rapport à la fin de la coalition FCC Cash. Mais le président a dit ce qu'il a dit. Le président était l'artisan de la coalition FCC Cash avec ses partenaires. Le président est l'artisan de la coalition de l'Union sacrée. Donc le président est le seul... Il n'a pas eu tort de le dire si haut, parce que le vin est déjà tiré. Il faut le boire, ça appartient au passé. Mais moi, je ne peux pas me substituer au président pour interpréter ses propos. Je constate, parce qu'il s'est adressé à nous, à la nation qui cache beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? On peut comprendre quoi par cette phrase? Je vous ai dit ici que je respecte l'opinion de tout un chacun. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Je ne dirais pas les uns plus intelligents que les autres, parce que l'intelligence est la seule chose qui nous distingue de l'animal. Et comme nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous nés égaux, je n'aurais pas la prétention ici d'interpréter les propos du président de la République. Voilà, merci. Nous allons évoluer. Processus électoral, nous sommes déjà à près de 4 mois de la tenue des élections. Professeur, vous pensez que la centrale électorale, cette institution d'appui à la démocratie, sera en mesure d'organiser des élections, des bonnes élections, des élections qui vont permettre aux Kinois d'opérer sans embâche, de choix judicieux, de pouvoir remplir leur devoir civique en toute quiétude? Je vais d'abord rectifier, vous dites aux Kinois, les élections concernent... Très bien, merci. J'ai déjà abordé cette question sur ce plateau en disant que organiser les élections n'est pas une faculté. C'est un mandat, c'est une obligation. Impérativement, qui s'impose impérativement à la CENI. Et donc, la CENI a déjà mis en branle le processus des élections. Les candidats aux élections législatives sont en train de compulser leurs dossiers pour les déposer à la CENI. Les candidats présidentiels le feront à partir du 1er septembre. Donc, toutes ces spéculations ne sont que des spéculations. Et en ce qui me concerne, moi, je fais confiance à notre Constitution et je fais confiance à notre peuple qui se présentera devant les urnes le 20 décembre de cette année, donc moins de 5 mois, comme vous l'avez si bien dit, pour renouveler, je ne dirais pas renouveler sa confiance, mais pour accorder le mandat d'exercer le pouvoir à ceux de nos compatriotes que nous, les électeurs, nous jugerons mieux outillés, plus à même de nous mener vers l'Eldorado africain. Vous l'avez dit tantôt, la CENI déjà est en train de convoquer l'électorat pour le dépôt des candidatures en ce qui concerne l'élection législative. Mais votre structure, le RAREC, vous avez déjà déposé les candidatures? Mais comme heureusement que vous dites déposer les candidatures, vous avez défini, rappelé à nos compatriotes la mission
de RAREC. Et notre mission consiste précisément à encourager les personnes qui veulent voir ce pays transformé en Eldorado africain et qui sentent en eux l'appel, pas l'ambition, l'appel de contribuer à cela, de le faire en âme et conscience. Donc ce ne seront pas des candidats de RAREC parce que RAREC est ouvert à tout le monde. Dans RAREC, on retrouve tout le monde. Les membres ou les sympathisants des 910 partis politiques, pas tous, mais il y en a qui, indépendamment de leur appartenance à ces partis politiques, viennent écouter. Alors, ce que peut-être les partis rejetteront, parce que là, les partis rejettent. Défendre votre cause tout en étant dans les institutions du pays, c'est bon comme possible. Nous n'avons pas une cause, il n'y a pas de cause RAREC. RAREC défend la promotion. RAREC est ouvert, c'est un rassemblement de tous ceux qui veulent voir renaître ce pays afin d'œuvrer ensemble pour que, ensemble, nous puissions transformer notre pays en Eldorado africain. Je vous ai dit la fois dernière que les partis politiques sont des structures de division. RAREC est une structure de rassemblement et de promotion de l'unité dans la diversité. Voilà. Poursuite, Denis Kadima, président de la centrale électorale, poursuit ses contacts avec l'opposition, des échanges sur les contingences pouvant contrarier l'avancement du processus électoral. Voilà plusieurs rencontres, entre autres avec Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Deli Sessanga et puis Adolphe Mozito. Viendra aussi le tour de Joseph Kabila. C'est bien procédé? Mais je vous ai déjà dit que dans ce pays, et quand je parle de ce pays, avant de parler de ce pays et de ce qui a été, parce que je sais que mes explications paraissent toujours un peu trop longues et font retour à l'histoire. Mais vous savez que nous avons été colonisés par la Belgique. En Belgique, le vote est obligatoire. Vous savez que dans les pays comme le Brésil, le vote est obligatoire. Et donc, dans notre pays ici, le vote a été obligatoire. Et donc, lorsque le vote est obligatoire, l'organisation des élections n'est pas un processus qui nécessite une concertation entre les gens qui prétendent avoir le monopole de la sagesse. Vous avez mentionné des personnes que le président de la CENI consulte. Mais il y a tant d'autres personnes qui sont tout aussi sages. Certains Congolais pensent que le vote est nécessaire et pas obligatoire. Mais je dis que ce que devrait être... Voyez-vous pourquoi est-ce que j'ai évoqué cette question? Parce que c'est la voie vers laquelle nous devrons tendre. Parce que dès que nous instituons l'obligation de vote dans notre pays, on n'aura plus tout ce marchandage. Il y a relance du dialogue entre la CENI et les principaux partis de l'opposition. Mais que pensez-vous particulièrement de l'invitation de Joseph Kabila, président honoraire de la RDC? Je n'en pense rien. C'est un citoyen comme tous les autres citoyens. La CENI veut parler à des citoyens, elle est libre de parler à... Qu'est-ce que lui personnellement peut attendre de la CENI par exemple? Parce qu'il connaît déjà comment se passe ces jours le jeu. Mais je ne sais pas, je suis totalement étranger à ce processus. Je ne sais pas ce qu'on entend gagner, ce que notre peuple va gagner. Je vous ai dit que la tenue des élections est un impératif qui est dicté par la Constitution. Avec l'assentiment ou le non-assentiment certains politiciens, le processus doit aller de l'avant. Mais par rapport à cette démarche de s'entretenir avec le parti phare de l'opposition, la société civile est divisée par rapport à cette démarche qui ne semble pas crédibiliser le processus électoral congolais. Mais j'entends bien souvent, on parle de la société civile comme si c'était une invention
congolaise, la société civile. J'ai eu le privilège de vivre dans des pays développés que nous essayons de mimer. Je n'ai jamais entendu parler de la société civile comme un organe ou une structure homogène. La société civile, c'est nous tous. Moi, je fais partie de la société civile, vous en faites partie. Et donc, la division d'opinion dans une société, c'est une chose normale. Et que dans notre pays, on parle de la division de la société civile, c'est une aberration. Parce que par définition, dans la société civile, on est tous membres de la société civile. Les forces vives. Dans une société, il y a plusieurs corps. Alors, on parle de militaires qui constituent un ordre particulier. On parle des religieux, des confessions religieuses et les laïcs. Mais tout ça, y compris les politiciens, sont dans la société civile. Et c'est très curieux qu'ici, chez nous, on parle des catégories, et puis à un moment donné, on dit la société civile. Et vous entendez d'autres qui disent la nouvelle société civile. Il y a beaucoup d'aberrations dans notre pays. Les parties prenantes aussi au processus électoral sont divisées par rapport à du fait que la CENI est en train de changer avec l'opposition, le parti de l'opposition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des parties prenantes aux élections. Et je pense que c'est une perte énorme de temps. Là, les élections, c'est le moment privilégié où le peuple souverain exerce le pouvoir. L'article 5 de notre Constitution... Le président de la CENI tend la main aux opposants congolais. Le chef de l'État, dans sa déclaration, regrette d'avoir mis fin à la coalition FCC-Cash. Il y a un rapprochement dans la société, en démocratie, parce que nous tendons vers là, mais le terme opposant n'existe pas. Vous n'entendrez pas, par exemple, aux États-Unis, ou en Belgique, ou en France, on parle d'opposant. Le terme opposant, c'était à l'époque des dictatures où l'expression était interdite, l'expression libre, et donc ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer librement se sont qualifiés, ou on les a qualifiés d'opposants, parce que ceux qui contrôlaient le pouvoir, dans cette période-là, les pourchassaient. Dans une démocratie, il y a dans la représentation ou l'organe qui représente les citoyens, il y a la majorité et la minorité. Ceux qui sont dans la majorité dictent la manière dont la vie sociale est conduite, et ceux qui sont dans la minorité exercent leur liberté de critiquer ce que la majorité décide et s'emploient de toute leur force pour que à la prochaine élection, ils puissent convaincre le peuple qu'ils feront mieux que ceux qui constituent la majorité actuelle. Et donc, dans notre pays, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'une part les politiciens, toutes catégories confondues, qui ne se préoccupent que d'une seule chose, être au pouvoir pour se remplir le ventre, comme on dit ici chez nous. Pour leur intérêt personnel. Exclusivement cela. C'est pour ça que quand vous m'avez posé la question de l'effondrement de la coalition FCC-Cash, je vous ai répondu comme je vous ai répondu, parce que tous ceux-là qui étaient dans le FCC se retrouvent tous, autant qu'ils sont aujourd'hui, dans l'Union sacrée. Un grand nombre, pas tous. Vous avez entendu que les ralliements ont continué à se faire et continuent de se faire jusqu'à ce jour. Ce n'est pas mon rôle de citer ici les noms.
Mais la population, elle le sait. Et donc, ce qu'on appelle opposants, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Hier, ils étaient où? Aujourd'hui, ils sont où? Demain, où seront-ils? C'est ça la décision que nous, le peuple souverain, nous sommes appelés à prendre le 20 décembre 2023, voilà. C'est-à-dire d'ici dans moins de 5 mois. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Nous sommes en train de nous entretenir avec le professeur Mpoy. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Il dispense entre autres le cours du droit financier. Voilà, professeur, l'insécurité croissante à Kinshasa, les phénomènes de kidnapping, enlèvement s'intensifient. La capitale de la République démocratique du Congo fait face à une augmentation alarmante de cas de kidnapping. Votre réaction? Alors, ma réaction est la réaction de tout le monde qui semble, je ne dirais pas la réaction de tout le monde. Tout le monde s'alarme, tout le monde s'inquiète, tout le monde déplore. Vous êtes professeur, les étudiants sont aussi victimes. Mais j'ai entendu dire qu'il y a un professeur qui a été lui-même victime, parmi tant d'autres. Mais même avant le phénomène dont vous parlez, j'ai un collègue professeur de médecine, Koumou, en train de distribuer la communion sur le campus universitaire au plateau. Il a été attaqué, il avait été attaqué en plein jour. Il a eu le crâne fracturé à coups de machette. Donc, et c'est des étudiants aussi qui sont du nombre? Non, ce ne sont pas des étudiants. La question ici n'est pas d'essayer de qualifier ou d'identifier qui que ce soit. Le premier devoir, la première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'assurer la paix, la sécurité de ses concitoyens ou des citoyens. Et lorsque le phénomène, vous dites qu'il prend de l'ampleur... Ça suscite l'indignation et l'inquiétude au niveau de paisibles citoyens. Non, mais ça ne devrait pas simplement susciter l'indignation. C'est le constat qu'il y a faillite. Parce que c'est le premier devoir des gouvernants d'assurer la paix et la sécurité. Et lorsque n'importe quel président, n'importe quel citoyen qui est élu président, avant de prendre les fonctions de président, il prête publiquement serment. Le serment est inscrit dans la Constitution. Le texte du serment est inscrit dans la Constitution. Et dans ces serments, il y a des obligations principales. La première, c'est de respecter la Constitution et les lois de la République. Deuxième, maintenir l'intégrité, la paix, la sécurité du territoire. C'est un travail primordial. Et donc, lorsqu'il n'y a pas sécurité dans le pays, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-il y avoir plus grande faillite que cela? Et seulement si on demandait votre avis, comment arriver à remédier à ces vagues d'enlèvement? La population exprime son désarroi, sa frustration. C'est pour ça que nous sommes appelés aux urnes le 20 décembre. Parce que ce n'est pas une question de moment et ce n'est pas une question de citoyen. C'est une responsabilité du gouvernement. Et donc, le 20 décembre, nous sommes appelés, nous le peuple, à accorder l'exercice de notre pouvoir à des personnes, hommes et femmes, qui prendront sérieusement leur engagement pour rétablir la paix et la sécurité parce que nous ne sommes pas encore là, parce que nous ne sommes pas encore là, mais qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde II peut faire exactement pour mettre fin à tout ça? Pourquoi? Parce que on le sait tous, le sort réservé aux victimes demeure souvent mystérieux. Je ne suis pas le consultant de M. Sama Lukonde que vous venez de citer. Je ne peux pas me mettre à sa place pour lui souffler ce qu'il devra faire.
Il est aux affaires parce qu'il est censé savoir ce qu'il doit faire. Et donc ce n'est pas votre un opinion humble professeur. peut servir quand même à quelque chose. Ce n'est pas un humble professeur. Votre avis, votre opinion, ça peut servir. Mais mon opinion, je viens de vous la donner. Malheureusement, elle ne semble pas vous plaire. Je viens de dire, et je répète parce que vous m'en donnez l'occasion. Le 20 décembre 2023, c'est-à-dire dans moins de 5 mois, nous sommes appelés aux urnes. Qu'est-ce qui peut se faire avant le 20 décembre pour sauver le meuble? Parce que les Congolais ne vivent pas en toute quiétude. Vous voulez que nous fassions un cercle vicieux? Je vous ai dit que s'il faut sauver le meuble, il n'appartient pas au professeur Mpoika Moulayi, qui n'est pas le consultant de M. Samalou Kondé, de dire ici, sur le plateau de Mme Bissosa, ce que M. Samalou Kondé devrait faire. Donc nous allons continuer de croupir dans l'insécurité jusqu'à ce qu'on aura des bonnes élections, des bons dirigeants pour résoudre notamment le problème lié à l'insécurité grandissante à Kinshasa dans l'ensemble du territoire national. Alors, parce que vous parlez de ça et que vous tenez absolument à ce que je vous donne une opinion contraire, mais il n'y a aucune opinion contraire que je puisse vous donner qui résoudra ce problème. Ce n'est pas la parole de Mpoika Moulayi prononcée sur le plateau de Mme Bissosa qui va changer quoi que ce soit à la donne. Mais qu'est-ce qui fait que le sort réservé aux victimes sont souvent mystérieux? Alors moi je ne sais pas. Dans les forces armées de la RDC ont présenté les personnes suspectées de participer à ces enlèvements dans la ville de Kinshasa. Et après, parce que selon d'aucuns, on les retrouve libres 1 mois, 2 mois après, ils sont relâchés. Ouais. Mais est-ce que je peux dire mieux que le président de la République lui-même? Dans sa sortie médiatique que vous avez évoquée tout à l'heure, il a déploré une chose. C'est laquelle? Le mauvais fonctionnement de la justice. Il est allé jusqu'à dire qu'on devrait faire comme dans d'autres pays, introduire la procédure de mise en examen pour... Je ne vais pas paraphraser le président de la République sur ce plateau. Mais tous ces problèmes que le président a évoqués dans ce que vous avez appelé sa sortie médiatique, tous ces problèmes ne connaîtront un début de solution que lorsque nous, peuple souverain, nous aurons pris le soin, à la date du 20 décembre 2023, c'est-à-dire dans 5 mois, de confier l'exercice de notre pouvoir à des personnes qui ont la connaissance, l'expérience et la volonté requises pour nous sécuriser. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y aura pas de miracle d'ici le 20 décembre. Mais vous avez entendu, et parce que tout le monde aujourd'hui s'informe, non pas en suivant les émissions d'Antena, on croit à tout ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux. Parce que quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que le criminel se cache dans le service de sécurité. Général Donatien Mayele. Des tristes mémoires. Bah, je ne sais pas si... alors, parce que vous parlez du général Mayele, je vais peut-être... je ne sais pas si c'est à moi qu'il revient de le dire. Le général Mayele, pour ceux qui ne le savent pas, il est mort comme il est mort. Parce qu'il avait fait un pacte de sang avec feu dictateur Mobutu. Des personnes très autorisées avaient demandé au général Mayele de empêcher et de réduire la souffrance du peuple. Le général Mayele a préféré honorer son pacte de sang plutôt que de mettre au-dessus l'intérêt supérieur de la nation. Je pense avoir tout dit en réponse à votre question.
Voilà, merci beaucoup. Clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source, je pense au professeur Mpoy. Voilà les mesures prises par les autorités ainsi que le procès en flagrance de quelques présumés kidnappeurs arrêtés par la police nationale. Quel sera le verdict? Le verdict, entre autres, il y a certains qui vont subir la peine de mort, il y a ceux qui seront arrêtés, ils vont purger jusqu'à ce qu'ils puissent purger leur peine, ainsi de suite. Ça évolue bien. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas parti, je ne suis ni le défenseur de ces criminels, ni l'un des magistrats qui vont entendre ces présumés criminels. En tant qu'avocat, tout ce que je sais, c'est que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie par le juge compétent. Vous avez parlé de la peine de mort. Je pense que c'est le lieu ici pour moi de rappeler que la peine de mort n'a jamais rien fait. Elle n'est d'ailleurs pas appliquée dans notre pays depuis. Et donc, ces gesticulations ou cette évocation de la peine de mort, ce n'est pas cela qui va changer quoi que ce soit. Et donc, je suis personnellement contre la peine de mort, et donc je ne pense pas que il faut le rééduquer comment? Les politiciens populistes aiment faire appel aux émotions des gens, mais ici, tout ce qui se passe, et je entends bien que la presse se préoccupe de l'immédiateté. Mais notre immédiateté, 5 mois, ce n'est pas loin. Nous devons, en tant que citoyens, prendre conscience que tant que nous continuerons à nous soumettre à la dictature des politiciens, et tant que les politiciens continueront à se recycler, les mêmes, ce sont exactement les mêmes depuis 1960, les mêmes, et à travers eux, leurs enfants, qui mettent ce pays ou qui ont mis ce pays à genoux et qui nous ont fait descendre dans les enfers. Nous devons prendre conscience, et c'est ça la mission de RAREC, que nous, le peuple, nous avons, le pouvoir nous appartient, le pouvoir n'appartient pas aux politiciens. Et donc, tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour est une faillite de nous-mêmes. Nous avons célébré les 63 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale et internationale. Mais c'est vous qui dites nous avons célébré. Je ne sais pas si j'étais ailleurs, j'aurais compris, mais j'étais ici le 30 juin. Je n'ai vu aucune célébration. Nous avons commémoré. Je n'ai participé ou je n'ai entendu ni avant ni après des activités quelconques se rapportant à la commémoration de cette date-là. 110 long, depuis 63 ans. À la dernière conférence dont je vous ai parlé à l'université de Kinshasa, je posais la question aux jeunes, 62, je leur ai lu la déclaration ou le discours, des extraits du discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin. Et je leur ai posé la question. Vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là parce que j'avais 10 ans. Et puis ensuite, j'étais sur les bancs que vous occupez aujourd'hui. Votre situation est-elle meilleure ou est-elle pire qu'avant? La réponse a été instantanée et unanime. Je pense que le moment est venu pour nous de ne plus nous contenter simplement de croire en l'existence des hommes providentiels. Nous avons cru à Lumumba, nous avons cru à Mobutu et tous ceux qui sont venus après eux. Je constate, notre peuple constate que c'est la
perpétuation du système léopoldien d'oppression et de prédation qui a mis ce pays à genoux. Nous occupions la première place des colonies noires. Le Congo belge était la colonie la plus avancée. Aujourd'hui, notre pays est le dernier, sinon, mais qui se situe parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. L'Angola voisine, qui vient à notre rescousse aujourd'hui, était loin derrière. Ils se sont battus pour avoir leur indépendance, à laquelle ils ont accédé 15 ans après le Congo. Ils ont eu une guerre civile qui a duré, qui ne s'est achevée qu'au début de l'année 2000. Voilà que c'est nous aujourd'hui qui sommes à genoux et que c'est eux qui viennent à notre ressource. Voilà, merci beaucoup, professeur, pour cette lumière. Nous allons fermer les chapitres de la session d'insécurité marqués par des cas d'enlèvement quasi quotidiens à Kinshasa particulièrement. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, professeur Mpoy. À l'Est, la session reste inchangée. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour mettre fin à la situation de l'Est une année après Bunagana, toujours pas récupéré par le FARDC? Là aussi, ça suscite des inquiétudes au quotidien. Mais je pense avoir déjà répondu à cette question en disant il n'y a rien qui puisse faire en 5 mois. On ne forme pas des militaires en 5 mois. On ne mobilise pas. J'ai entendu le président, avec tout le respect, dire la montée en puissance des FARDC. Il a aussi dit que il y a la diplomatie. Cette montée peut se justifier par la récupération, notamment de Bunagana, ne fût-ce que Bunagana. Non, mais moi je ne juge pas les paroles du président. Je dis ce que notre président nous a dit, qu'il y a une montée en puissance. Mais vous dites non, on n'a pas vu cette montée en puissance sur le terrain. Lui a dit qu'il le voit. Il est aujourd'hui avec la technologie moderne, il le suit. Ce qui se passe sur le champ de bataille, son et images, il voit ça dans son bureau. Ce sont ses propres paroles. Vous, personnellement, professeur, vous jugez comment? Comment est-ce que vous trouvez la manière de gérer de notre gouvernement la situation à l'est de la RDC? La situation à l'est de la RDC n'est guère différente de la situation générale. La situation générale, elle est ce qu'elle est, nous la connaissons tous. Je vous ai déjà dit, et j'étais d'ailleurs, parce que je l'ai dit à mes étudiants, vous avez rappelé que j'enseigne le droit financier. Je leur ai dit, quand vous sortez, quand vous arrivez dans un pays étranger, même quand vous allez à Brazza, personne ne paye en dollars. Dépréciation du franc congolais. Nous sommes, pas la précision. Est-ce que nous avons le franc? C'est une monnaie qui n'existe qu'ici. Et ici, nous avons 2 monnaies qui ont cours légal dans notre pays. Ça n'existe que c'est ici. Là, je parle d'ici. Non, mais je vous parle d'abord, avant de parler de la dépréciation. Ça ferait le sens si nous avions la dépréciation. Mais c'est plutôt une monnaie étrangère que nous utilisons tous, et c'est à cela que nous nous référons. En tant que professeur d'université, payer 3 millions de dollars, tout de suite on vous dit, c'est 3 millions de francs congolais, excusez-moi. 3 millions de francs congolais, ça équivaut à quoi aujourd'hui? 1200 dollars. Et le taux, et donc, professeur d'université, mais que dire des autres fonctionnaires, de ces mamans qui vendent tout le temps? Le président a dit, dans sa sortie médiatique, qu'il y a eu augmentation des salaires des fonctionnaires, qu'il y a eu... Mais moi, je suis parmi les fonctionnaires les mieux payés. On ne ressent pas cela. Alors, je ne sais pas, le président a parlé, mais le peuple va juger le 20 décembre. Peut-être que ça concerne une partie de fonctionnaires. Mais on lui avait posé la question, pas pour les fonctionnaires. Vous êtes dans l'autre partie de ceux qui ne sont pas encore servis. Professeur, la diplomatie congolaise a-t-elle encore la force nécessaire pour s'imposer dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Mais j'ai répondu Parce que nous sommes
à la fin de cette émission? Nous sommes ici dans un pays dont le peuple a abdiqué. Joseph de Maistre dit que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Et donc, tout ce que vous avez posé comme question se ramène à cela. Voilà, merci pour cet éclairage, professeur Mpoy. Parce que nous sommes à la fin de cette émission, un message particulier pour clôturer. Alors, le message particulier, c'est que je voudrais inviter notre peuple à ne pas se laisser distraire. Les élections qui sont et qui devraient être une préoccupation, nous entendons des doutes, nous entendons des déclarations des politiciens qui invitent ou qui déclarent qu'ils vont boycotter les élections. C'est dommage que pour l'instant, le vote n'est pas obligatoire dans notre pays. Mais en tant que citoyen, chacun de nous doit réaliser que le seul moment privilégié où sa voix compte et où sa voix a exactement la même valeur que celle de n'importe quel politicien, c'est le 20 décembre dans l'urne. C'est pour ça que, conformément à la mission de RAREC, nous vous invitons à aller aux urnes le 20 décembre 2023, dans 5 mois, pour faire entendre votre voix et pour confier l'exercice de notre pouvoir en tant que peuple souverain à des personnes, des concitoyens capables, compétents, expérimentés et qui ont véritablement la préoccupation de faire sortir notre pays de l'ornière. Voilà. Pour qu'il reprenne grand merci, sa place. Professeur Mpoy Kamulaï Chamanyangala, fondateur de l'ASPEL, le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Il dispense aussi les cours de droit financier à l'Université de Kinshasa. C'était un plaisir énorme de changer avec vous pendant le minute imparti à cette émission, Le Rendez-vous. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous tracassez pas. La rediffusion se demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence pour ces programmes. Merci à vous, le preneur de vue. Et je remercie aussi amplement le téléspectateur de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Mais vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.